Bien, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour cette deuxième journée de nos journées d'études Le corps en émoi. Ce matin, on commence avec Gabriel Mahéau. Gabriel Mahéau est docteur en philosophie, professeur au lycée à Rennes. Il a soutenu sa thèse intitulée Le problème de l'amour en phénoménologie en 2016 sous la direction de Jérôme Poré. Il a en outre écrit toute une série d'articles, j'en cite quelques-uns. Par exemple, La question de l'amour chez Max Scheler, Par-delà l'activité et la passivité, publié dans le bulletin d'analyse phénoménologique en 2012. Binswanger, La réponse de l'amour, publié dans la revue Alter également en 2012. Ainsi que l'article Qu'est-ce que l'émotion amoureuse selon Sartre, publié dans la revue sartrienne, si je ne me trompe pas. Il a également édité, entre autres, l'ouvrage Max Scheler, Éthique et phénoménologie aux presses universitaires de Rennes en 2015. Et aujourd'hui, Gabriel va nous présenter. Je n'ai pas compris sous les yeux. J'ai légèrement changé. C'est se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, la conscience politique du corps, Gabriel. Je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélien et Alexis. Merci énormément pour cette invitation. Je suis très content d'être ici après cette aventure, ces reports, etc. En fait, d'être enfin là avec vous. Et bonjour aussi aux personnes que je ne vois pas, qui sont en ligne. Alors, le thème que je vais aborder avec vous, pour le coup, ce ne sera pas du tout celui que j'avais coutume d'aborder par le passé, qui était lié à ma thèse. Ça restera de la phénoménologie, mais ce sera tout à fait autre chose. Et ça pourra peut-être surprendre, puisque j'ai choisi d'aborder le phénomène de la conscience politique. Et ça pourra peut-être surprendre dans la mesure où ce thème n'appartient pas vraiment au champ habituel de la phénoménologie, et naguère, à ma connaissance du moins, fait jusqu'à présent l'objet d'une thématisation très précise. C'est pour ça que, dans un premier temps, je commencerai par délimiter à très gros traits le cadre problématique général qui sera le mien, dans le but de préciser la façon dont on peut y poser la question du corps. J'adopterai pour ça une perspective husserlienne, et c'est ce qui m'amènera, dans un premier temps liminaire, du coup, à rappeler brièvement un certain nombre d'éléments déjà connus, mais dont j'aurai besoin de la description husserlienne de la chair, et ce, dans le but de montrer, dans un deuxième temps, comment celle-ci peut servir de base à l'élaboration d'une phénoménologie de la conscience politique, qui, du coup, débordera le cadre de la description husserlienne. Alors qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, il faut bien constater qu'à de rares exceptions près, les phénoménologues ne dirigent qu'assez peu, et à vrai dire souvent bien mal, leur regard vers la question politique. Tout se passe en quelque sorte comme si la phénoménologie en général n'avait presque rien à en dire, comme si les questions politiques étaient d'emblée et presque définitivement mises hors circuit par l'opération de la réduction. Or, loin d'être le fait du hasard ou des accidents de l'histoire, il me semble que cette cécité remonte en quelque sorte aux origines de la phénoménologie chez Husserl. En effet, dans la Crisis, lorsqu'il s'agit d'établir la structure universelle du monde de la vie, Husserl décrit ce monde comme monde prédonné, intuitif, comme le monde de la doxa et de l'évidence naturelle. C'est ce qu'on peut souligner avec Pierre Macheret, on dirait dans un autre langage, le monde de l'idéologie. Ce serait déjà donc un problème de déterminer comment sortir de l'idéologie dès lors que le monde de la vie devrait être le fondement de toute science. Mais ce ne sera pas ici le problème essentiel que je voudrais proposer. Au contraire, c'est bien plutôt dans l'analyse de l'intersubjectivité que se manifeste, selon moi, chez Husserl, l'impossibilité de voir la politique en tant que telle. Si, d'une part, chaque subjectivité pour Husserl constitue son propre monde de la vie et le possède comme le sien, chaque subjectivité se comprend aussi, en même temps, comme membre d'une communauté ouverte qui s'étend en droit à toute l'humanité, ce qui implique qu'elle anticipe la possibilité, je cite, d'un seul et même monde pour tous ceux qui sont connus et inconnus. La confirmation de cette anticipation passe chez Husserl par le partage du sens que chaque conscience confère à son monde, c'est-à-dire par la mise en commun des expériences, par la communication des idées, par l'entremêlement des pratiques, qui constituent donc l'unité intersubjective du monde commun. Et c'est ce dont Husserl, on le sait, trouve le modèle dans la concordance de l'expérience perceptive. Les mondes de la vie propres à chaque subjectivité apparaissent ainsi, dans leur diversité, comme autant d'aspects, comme autant d'apparences du même monde commun. En se validant et en se corrigeant mutuellement, les différentes subjectivités opèrent donc ensemble une synthèse de ces différents aspects,
et détermine progressivement, sans jamais le fixer de façon définitive, le sens unitaire du monde pour tous. La cohérence et la continuité de l'apparition de ce monde présuppose donc l'horizon d'un accord universel de toutes les consciences, ce qui repose in fine sur le fait que toutes ces consciences forment une communauté homogène, en dépit de tout ce qui peut les séparer. Je cite Husserl, de telles expériences négatives dans le détail ne suppriment pas l'universalité de la norme de l'accord, lequel se restaure toujours à nouveau. Au fondement de l'unité du monde de la vie, il y a donc l'égalité fondamentale des subjectivités et la réciprocité de leurs perspectives. Le monde, du coup, n'appartient à personne en particulier. Le monde relève de la possession commune de tous les sujets qui œuvrent ensemble à la constitution de son sens, et ce, sur le fond d'une concordance universelle qui est, je cite encore ça, pour le moins certaine a priori pour chacun en tant que but que l'on peut atteindre. Or, si ce monde de la vie ainsi décrit est bien nécessairement un monde social, il n'en reste pas moins, selon moi, fondamentalement apolitique. Et ce, parce que, de toute évidence, et contrairement à ce que dit Husserl, il arrive que quelque chose cloche dans le déroulement normal des apparitions qui s'enchaînent les unes aux autres. Autrement dit, une discordance fondamentale peut très bien se faire jour dès lors que l'expérience en vient à décevoir l'attente de cet accord universel. Le plus souvent, bien sûr, c'est ce que dit Husserl, de telles discordances sont le simple désaccord entre des points de vue qui ne coïncident pas spontanément. Les conflits finissent alors par se résorber, par se corriger au fil des échanges, ce qui aboutit au rétablissement d'une unité concordante. En définitive, donc, nous tombons toujours d'accord car nous voyons la même chose. Mais il arrive aussi, et c'est à mon sens ce que Husserl ne veut ou ne peut pas voir, il arrive aussi qu'un point de vue s'impose de force, que nos possibilités de pensée et d'action soient limitées de l'extérieur, que nous soyons assignés par autrui à un rôle ou à une tâche. Dans ce cas, c'est précisément la possibilité même d'un accord qui se voit contredite. Et c'est l'horizon du monde commun qui apparaît bouché, puisqu'il ne nous est plus possible alors de le posséder ensemble. Autrement dit, au lieu d'être surmonté, il arrive que la discordance persiste et manifeste alors l'enrayement, si on veut, de la synthèse intersubjective normale, c'est-à-dire l'arrêt de la réciprocité qui est remplacée par une relation de domination, par un rapport de pouvoir de certains sur d'autres. L'exigence d'universalité contenue dans l'idée de monde pour tous vient alors se briser dans la pratique sur le fait que certains s'approprient ce qui doit être commun à tous. Il s'avère alors que tout le monde n'a pas le même accès au monde. Et pourtant, il ne s'agit certainement pas de dire que nous ne vivons pas dans le même monde. Parce que s'il y avait de part et d'autre des mondes disjoints qui ne communiquent pas, celui des dominants, celui des dominés, qui ne se superposeraient pas, si c'était ainsi, il n'y aurait pas vraiment de problème. Et en réalité, il n'y aurait pas non plus besoin de politique. Au contraire, et c'est tout le problème, c'est bien un seul et même monde qui est divisé, qui est, comme dit Fanon à propos du colonialisme, coupé en deux. Et c'est cette division, cette coupure qui, quelle que soit la forme qu'elle revête, qu'elle soit coloniale, économique, sexuelle, genrée, etc., c'est cette coupure qui est à l'origine de toute conscience, de toute prise de conscience politique. En se détachant du cours ordinaire des apparitions, en interrompant le mouvement harmonieux de la synthèse intersubjective, cette discordance qu'introduit la domination dans le flux de l'expérience est quelque chose qui donc affecte, qui touche, qui attire, qui éveille l'attention et par là même fait naître une conscience. En ce sens, la conscience de la domination, la conscience politique est toujours par essence une conscience de la domination, qu'il s'agisse d'une domination de la loi, de l'État, du patriarcat ou du capital. Il ne fait alors pas de doute que le développement d'une intentionnalité théorique joue ici un rôle essentiel dans le processus de la constitution de cette conscience. Mais il n'est pas douteux non plus qu'on peut fort bien savoir comment fonctionnent les rapports de pouvoir, qu'on peut fort bien connaître tous les rouages de la domination, qu'on peut même sentir l'injustice que ces rapports instaurent, et pourtant ne rien faire. Quelles sont alors les structures de motivation nécessaires à la prise de conscience politique de la personne, et partant à la mise en mouvement de son corps, dès lors que l'activité rationnelle ne semble pas y suffire? Autrement dit, et pour le dire simplement, pourquoi n'agit-on pas alors même que l'on sait? Alors, s'il est vrai que le plus souvent, ce qu'on appelle prise de conscience politique s'accomplit en quelque sorte dans le dos de la conscience elle-même, s'il est vrai que tout ça se déroule le plus souvent hors champ thématique, comme dirait Husserl, il faut, à mon avis, ici faire l'hypothèse justement que c'est dans le corps que ça se passe, que le phénomène de la chair constitue non seulement le lieu originaire de toute mise en mouvement, mais aussi le soubassement de la constitution intentionnelle du sens et de la conscience politique. Et c'est pour approcher ce problème, et pour rester du coup dans un cadre husserlien,
que je voudrais, dans un premier temps, revenir d'abord sur un certain nombre de déterminations du phénomène de la chair. Je vais donc rappeler assez rapidement un certain nombre de choses qui sont bien connues, mais dont j'aurai besoin par la suite pour aller plus au cœur de mon propos. Pour Husserl, mon corps m'est donné, on sait, de deux manières différentes. Comme körper, c'est-à-dire comme corps physique soumis à la causalité naturelle, ce corps est l'unité des perceptions qu'autrui peut prendre sur lui, et il n'est donc donné que de façon immédiate et indirecte. Originairement, mon corps est vécu comme chair, Leib, chair qui a la double capacité de sentir et de se mouvoir. La chair est en effet, en premier lieu, le support des sensations localisées, et cette chair se constitue essentiellement sur le plan tactile, par la réversibilité du touchant et du toucher, sur le modèle bien connu du jeu qui se frotte les mains. C'est en ça le champ de ces diverses sensations ilétiques qui sont reçues passivement, qui constituent le matériau que les différentes fonctions d'appréhension intentionnelle vont mettre en forme, de telle sorte que, je cite les Sidon 2, paragraphe 39, l'ensemble de la conscience d'un homme est d'une certaine façon lié à son corps par son soubassement ilétique. Et ce donc, aussi bien pour les fonctions de la perception sensible que pour celles de la perception de valeur, la Wertnehmung, ou la vie de volonté. Outre les données ilétiques qui entrent dans la constitution de la chose sensible, les sensations sensitives, si on veut, il y a par exemple aussi, du coup, les sentiments de plaisir et de peine, les sensations de tension, de détente, d'inhibition, etc. L'ensemble de cette couche ilétique constitue alors ce que Husserl appelle le tout premier avoir subjectif de l'ego. C'est-à-dire ce que je m'approprie en premier lieu et ce par quoi je peux m'approprier le sens de toute chose. Entre le jeu et la chair, il y a ainsi pour Husserl un rapport d'appartenance originaire. Je le cite, « Je me trouve comme celui qui possède cette chair comme une chose sur laquelle j'ai un pouvoir. » Fin de citation. Cette relation de possession se fonde donc bien sur l'exercice de ce pouvoir que j'exerce sur les organes de ma chair. C'est-à-dire sur ce que Husserl dit également, sur le fait que je gouverne, que je règne sur ces organes. Le terme allemand étant aussi Walten. Or, parmi toutes ces données, toutes ces data ilétiques qui composent la vie de la chair, on trouve aussi, bien sûr, les sensations de mouvement que Husserl appelle les kinesthèses, et qui reposent, elles, sur le « je peux » originaire de la chair. Je peux me mouvoir librement, je peux mettre en mouvement mes organes par l'action immédiate de ma volonté, et je peux aussi, dans un deuxième temps, agir sur le monde par l'intermédiaire de ces organes de la chair. C'est ce qui fait de la chair, selon Husserl, l'organe du libre vouloir, le centre d'orientation à partir duquel s'exercent les différentes fonctions du jeu et, d'une manière générale, le principe d'individuation de la subjectivité qui s'oriente fondamentalement dans le monde à partir de ce point zéro qu'est la chair, dont je ne peux pas me dissocier. Il faut alors distinguer avec Husserl ce qu'on appelle une possibilité théorique et doxique de se représenter le mouvement de la chair et la possibilité pratique d'accomplir ce mouvement. Ainsi, c'est dans et par la chair que se constitue l'étendue du champ de la liberté, et c'est dans et par la chair que se constitue l'horizon pratique dans lequel elle peut agir concrètement dans et sur le monde. Autrement dit, pas de souci. C'était tout à fait discret jusqu'à ce que la chaise. Autrement dit, donc, si c'est bien la raison qui peut déterminer le champ et le domaine du souhaitable, c'est la chair et seulement la chair qui délimite le champ pratique du possible, du je peux. Ma chair est en cela douée d'une mobilité originaire qui constitue, pour moi, comme dit Husserl, l'index de la normalité. La question se pose donc, et c'est la question que je voudrais ici vraiment aborder, de savoir ce qu'il advient lorsque la constitution de cet horizon pratique de la chair est perturbée par un pouvoir qui limite de l'extérieur. Autrement dit, comment la domination, comment la politique est-elle vécue et comment devient-elle intuitive? Alors là, je vais devoir du coup, à partir de Husserl, déborder le cadre husserlien. Parce qu'on n'aura pas de réponse à cette question chez Husserl lui-même. Et du coup, pour poursuivre à partir de cette conceptualité, mais en la débordant, pour approcher du coup l'essence du phénomène que j'essaie ici de circonscrire, je propose de cheminer à travers trois récits d'expérience. Trois récits qui permettent de manifester trois devenirs politiques de la chair et trois devenirs donc, à partir desquels j'essaierai de dégager des structures invariantes et des connexions essentielles. Ce sont ici donc trois étapes d'une même description, en quelque sorte, et trois étapes qui correspondront, parce que j'aime bien essayer de faire les choses de façon un peu systématique, schématiquement aux trois modalités de l'intentionnalité chez Husserl, théorique, affective et pratique. Alors la première
de ces expériences, c'est celle d'un jeune intellectuel normalien. Un jeune intellectuel qui, dans les années 60, s'était engagé en tant qu'ouvrier dans une usine Citroën, dans le but de côtoyer la classe ouvrière et de contribuer à l'organisation du mouvement social. C'est le récit de Robert Linhart dans L'Établi. Robert Linhart, formé par Althusser, est un intellectuel qui a alors une connaissance théorique assez précise de tous les mécanismes et du fonctionnement de la domination capitaliste. Et ce, quand bien même il est bien loin de subir personnellement cette domination en tant qu'étudiant de 24 ans. Mais de cette domination, il a une représentation intellectuelle ou imaginaire qui suffit alors à le mettre en mouvement de façon assez remarquable. Au cours de cette expérience qu'il raconte dans L'Établi, Linhart souligne qu'il en vient à comprendre autrement ce qu'il sait déjà. Qu'il s'agisse du sens du mot économie, qu'il redécouvre dans l'épreuve de la fatigue, ou, plus fondamentalement encore, du concept central de la critique marxienne de l'économie politique. Et là, je le cite, et c'est ce que je vais analyser de façon un peu détaillée. Quand j'avais compté mes 152 chevaux et que, ma journée d'homme-chaîne terminée, je rentrais m'affaler chez moi comme une masse, je n'avais plus la force de penser grand-chose. Mais au moins, je donnais un contenu précis au concept de plus-value. Fin de citation. Je la relis parce que je vais la commenter de façon assez précise. Quand j'avais compté mes 152 chevaux et que ma journée d'homme-chaîne terminée, je rentrais m'affaler chez moi comme une masse, je n'avais plus la force de penser grand-chose, mais au moins, je donnais un contenu précis au concept de plus-value. D'un point de vue phénoménologique, ce passage mérite en effet d'être étudié de façon assez détaillée, dans la mesure où on y voit clairement à l'œuvre le modèle husserlien de la connaissance en tant que synthèse d'une intention de signification et d'une intuition qui remplit cette intention par la donation d'un objet en chair et en os. Alors même si j'aurais sans doute du plaisir à le faire, il n'entre pas dans mon propos de revenir en détail sur le concept et la signification de la plus-value chez Marx. En revanche, il convient de s'arrêter davantage sur la structure du remplissement intuitif de l'intention qui vise ce concept. Il s'agit en effet ici ni d'une intuition sensible d'un objet extérieur, ni d'une intuition catégoriale d'un objet idéal, mais bien de l'intuition d'un état passif de la chair, d'un état passif qui est objectivé dans un acte de réflexion. En quoi alors consiste cet état charnel, passif, par lequel l'ego donne, je cite, un contenu précis au concept de plus-value? Autrement dit, comment se remplit ici l'intention de signification du concept de plus-value? Linhart décrit ce vécu comme un vécu ilétique, qui se caractérise essentiellement par le sentiment d'une incapacité générale, à la fois physique, puisqu'il s'affale, et intellectuelle, puisqu'il n'est plus en mesure de penser quoi que ce soit. C'est donc un état de la chair qui s'éprouve comme une mise à l'arrêt de tout le système kinesthésique global. Épuisée, la chair se vit elle-même comme une masse, c'est-à-dire comme un corps que le jeu ne peut plus mettre en mouvement. De même que le douceur, il ne peut pas mouvoir la table directement, comme il le dit dans les idées de deux. La chair est ainsi coupée de ses possibilités d'agir et de se mouvoir, et ce, sans que cette impossibilité, c'est ce qui est important, ne résulte ici de l'opposition d'une force physique extérieure ou même d'un interdit moral. Au « je peux » se substitue simplement un « je ne peux pas », voire un « je n'en peux plus », c'est-à-dire un sentiment d'impuissance corporelle. C'est la sensation kinesthésique d'une impossibilité, d'un vide qui sépare ici le « je veux » du « je peux ». En ça, il s'agit bien d'un état anormal de la chair, puisque la chair ne fonctionne plus ici comme l'organe d'une liberté, mais d'une liberté diminuée. Il n'y a plus qu'une volonté vide, une volonté dépossédée de ses propres possibilités pratiques, de ses possibilités pratiques qu'elle devrait pouvoir rendre imputées. C'est ce que Linhart, du coup, décrit comme le vécu ilétique d'une perte de pouvoir du jeu sur la chair. En gros, au terme de la journée de travail, de ce travail de l'usine, la chair n'est plus ce que j'ai, elle n'est plus ce que je gouverne, mais plutôt ce qui me reste. On doit alors se demander le rapport entre ce vécu ilétique et le concept, la signification qu'il est censé remplir, à savoir le concept de plus-value. Du coup, je vais en parler un petit peu. Autrement dit, comment est-ce que s'effectue ici la synthèse de recouvrement entre la signification visée et la hulet charnelle. Pour en rendre compte, il faut garder à l'esprit que le concept de plus-value a d'abord une signification économique, c'est-à-dire qu'il renvoie à la différence de valeur entre la valeur produite par le travail et la valeur que coûte la force de travail en tant que marchandise. Le terme de plus-value, de survaleur, comme on disent aujourd'hui les néo-traducteurs de Marx, ce terme est condensé en sens là de toute la théorie de Marx dans le Capital. C'est une expression nominale, c'est le nom qui exprime une relation de valeur. Relation qui se fonde elle-même sur un état de choses, à savoir le fait que le travail se poursuit au-delà de la reproduction de sa propre valeur. Plus fondamentalement encore,
le concept de plus-value est donc l'expression économique d'un rapport social d'exploitation qui est au cœur du capitalisme. Chez Marx, on le sait, ce rapport social a sa condition historique dans le fait que le travailleur n'est pas et ne peut pas être propriétaire des moyens de production. Ce qu'on peut traduire phénoménologiquement dans le fait que le jeu du travailleur ne peut pas agir directement sur le monde par l'intermédiaire de sa chair. Mais l'exemple de Linhart montre en un sens que l'expérience de l'aliénation, phénoménologiquement, l'expérience de la dépossession, s'enracine ici encore plus profondément dans le rapport du jeu à sa chair et au pouvoir même de sa chair. L'intuition de cette impuissance, qui est donnée dans le vécu ilétique d'une chair qui n'en peut plus, recouvre alors précisément la signification du rapport social qui est visé à travers le concept de plus-value. Et ce, dans la mesure où la Ulay a ici d'emblée une dimension intersubjective. Si je n'en peux plus, si je ne peux plus, c'est précisément parce qu'un autre s'est approprié ce pouvoir que j'ai perdu. Du reste, c'est bien là le principe même de l'extorsion de la plus-value chez Marx, qui consiste à s'emparer du travail vivant, ou, comme Marx se plaît souvent à le dire, à le vampiriser, et donc à priver la chair de ses propres possibilités pratiques au profit d'un autre. Le sentiment ilétique d'impuissance charnelle n'est donc pas clos sur lui-même. Il a pour corrélat le fait qu'un autre me domine, me limite de l'extérieur, m'empêche d'exercer le pouvoir normal du jeu sur sa chair. La Ulay décrite par Linhart est en cela une manifestation sensible, charnelle, du rapport de domination du capital sur le travail. Par là, on voit également tout ce qui va distinguer la chair du salarié de la chair de l'esclave. Donc Husserl propose également, dans d'autres textes, une description, que je reprends ici à Jean-Sébastien Hardy dans La chose et le geste, où Hardy dit que cette description, je cite, frôle l'aberration transcendantale. L'esclave, pour Husserl, est en effet celui qui est privé de volonté propre. Celui qui agit sans le vouloir, dans la mesure où c'est un autre qui veut à travers lui et qui le fait agir. Je cite Jean-Sébastien Hardy dans La chose et le geste. La possibilité propre d'être réduit à l'esclavage nous renvoie au pouvoir de la chair d'agir sans le vouloir. Le pouvoir de la chair d'agir sans le vouloir. Dans le cas qui nous occupe, à l'inverse, la volonté subjective reste formellement libre, ce qui est tout à fait essentiel. Mais on a alors affaire à quelque chose comme un vouloir sans pouvoir. Autrement dit, la domination capitaliste s'exerce elle aussi, comme la domination esclavagiste, sur la chair, dans le but de déconnecter le je veux du je peux. Mais là où, dans l'esclavagisme, la subjectivité du maître prend la place du je veux pour se faire obéir, dans le capitalisme, l'employeur se contente d'exproprier la chair de son je peux, de le vampiriser, comme dit Marx, et de lui laisser seulement une volonté vidée de ses pouvoirs. Le je ne peux pas de la chair est ainsi à la fois le sentiment d'une perte du rapport à soi, et par là même ce sentiment originel de la domination, et c'est ce qui en fait le point d'ancrage privilégié de toute conscience politique, en tout cas d'une certaine forme de prise de conscience politique. Alors sans doute, me direz-vous, dans ce récit que fait Linhart, avant bien même de s'établir comme ouvrier, et précisément parce pour aller s'établir comme ouvrier, Linhart était déjà très conscient politiquement. Ce n'est pas une intention vide qui était en attente de remplissement qui a motivé sa démarche. Le remplissement de l'intention de signification du concept de plus-value, ce remplissement par une intuition charnelle, fait seulement alors gagner en précision à la compréhension du capital qu'il avait déjà par un remplissement autre, par l'imagination ou l'empathie. Il ne reste pas moins que l'expérience charnelle vient ici chez lui confirmer la visée théorique préalable de cette signification et qu'elle vient en donner la vérité. Il convient alors, pour poursuivre, de se demander ce que donnerait le même type de vécu charnel s'il n'est pas précédé par une conscience théorique aussi bien formée que celle de Robert Linhart. Autrement dit, comment l'expérience de la domination apparaît-elle en l'absence d'un discours qui la prépare, qui l'articule et qui la met en forme? C'est ce qui me conduit au deuxième récit d'expérience dont je voudrais proposer ici une lecture phénoménologique. Dans son roman de 1936, En un combat douteux, Steinbeck fait le récit de deux militants communistes, Jim et Bach, qui partent participer à la récolte des pommes dans une vallée fictive, la vallée de Torgas, dans le but d'y organiser une grève et par là, plus largement, de contribuer à la prise de conscience collective des travailleurs exploités. C'est un roman qui est dominé très largement par l'horizon de la lutte des classes, comme le montre à plusieurs reprises la mention du fait que l'action de ces personnages s'inscrit dans un mouvement de l'histoire dont ils ont conscience de n'être que des agents de détail. Or, c'est justement dans la description de ce détail qu'on peut retrouver des structures phénoménologiques analogues à celles qui viennent d'être dégagées avec Robert Linhart. Plus précisément, le roman de Steinbeck permet de distinguer deux modalités de politisation du vécu charnel, l'une passive, l'autre active.
La première de ces modalités, elle se dévoile lorsque, peu après leur arrivée sur place, Jim, qui est encore à ce moment-là du coup un militant néophyte, Jim entre en discussion avec un vieil ouvrier de 71 ans. Ce dernier est assez désabusé, et lorsqu'on lui demande s'il désespère de sa condition, il répond à Jim, je cite, « Je sens des choses sous ma peau, dit-il. Je pense peut-être que je suis fou. On a eu des espoirs de préparer des choses qui n'ont pas réussi, mais je sens des choses sous ma peau. » Quelle chose? C'est difficile à dire, garçon. Tu sais, un peu avant que l'eau bouille, elle se met à bouger doucement. C'est quelque chose de ce genre que je sens. J'ai traîné toute ma vie avec des travailleurs. Il n'y a pas de plan, ni d'idée dans ce que je ressens. C'est comme de l'eau qui est sur le point de bouillir. Fin de citation. On voit bien à nouveau ici quelque chose comme un vécu ilétique. Un vécu ilétique qui apparaît, c'est-à-dire sous matériau affectif dépourvu d'intentionnalité. La sensation ilétique, qui est décrite ici, se caractérise d'abord par sa localisation. Elle est sous la peau. Elle se caractérise aussi ensuite par son caractère informe, confus, à la limite de l'intelligible. Il n'y a ni idée, ni plan. Et c'est pourquoi le sujet l'exprime justement au moyen d'une image, l'image de l'eau frémissante. Comment alors faut-il comprendre phénoménologiquement une telle image? Il s'agit bien d'une sensation localisée qui parcourt toute la chair, et qui se donne comme le pressentiment d'un mouvement à venir. Ce n'est pas encore une kinesthèse, mais plutôt quelque chose comme la protension d'une kinesthèse de la chair tout entière. C'est une anticipation affective qui résulte alors de tout le cortège des rétentions, des sensations éprouvées par le passé, de toutes les sensations de fatigue, de faim, de douleur, etc., dont l'accumulation produit un état de tension passive de la chair qui est comme prête à exploser, et ce, alors même que le jeu n'en comprend pas les raisons. La teneur phénoménologique de cette sensation de la chair, qui est littéralement à fleur de peau, rejoint alors la description de Linhart, dans la mesure où il s'agit bien, dans les deux cas, du sentiment d'une impossibilité, d'un « je n'en peux plus ». Ce qui s'ajoute ici, par rapport à Linhart, c'est le caractère à la fois intersubjectif et historique de la bulle. La chair ressent en effet non seulement sa propre passivité, mais aussi celle des autres travailleurs qui partagent sa condition. Et c'est la sédimentation de toutes ces expériences passives qui est vécue comme un débordement de la chair par elle-même, lorsque cette hullée qui s'est inscrite dans la chair, qui a été endurée, qui s'est maintenue sous la peau, s'apprête désormais à jaillir. Et le même ouvrier avec lequel Jim discute fait alors de cette hullée le support d'une donation de sens en lui donnant un nom. La colère, cria soudain le vieux. Voilà ce que c'est. Tu sais bien, lorsqu'on va se battre, on est fou, on sent quelque chose de chaud dans le ventre. Voilà ce que c'est. Seulement, ce n'est pas rien qu'un homme qui sent ça. C'est comme si tous les millions de travailleurs n'étaient plus qu'un seul homme qu'on a battu, affamé, et qui sent cette chaleur dans le ventre. Les travailleurs ne savent pas ce qui se passe, mais lorsque le géant qui les personnifie tous laissera éclater sa colère, ils seront tous là pour pousser en même temps que lui. Et je n'aime pas penser à ce qui se passera. Ils déchireront les gorges avec leurs dents, arracheront les lèvres avec leurs ongles. C'est la colère. Voilà ce que c'est. À partir de là, on peut tenter d'esquisser une petite phénoménologie de la colère en tant que sentiment intentionnel et incarné. Le matériau ilétique, ici, se compose bien sûr de toutes ces multiples sensations d'inhibition dans lesquelles la chair éprouve son « je ne peux pas », dans lesquelles la chair ressent originairement cette impuissance à agir et à se mouvoir, et qu'elle le ressent comme un état anormal. Physiquement ou symboliquement, la chair ne peut pas déployer son horizon pratique. Et c'est ce qui l'a conduit à se refermer sur elle-même, à se renfermer, et par là même aussi à concentrer sur une partie d'elle-même ce sentiment d'impossibilité kinesthésique, sous la forme, par exemple, ici, d'une sensation de chaleur localisée dans le ventre. L'intensité de ce sentiment ilétique s'accroît alors d'autant plus qu'il est intersubjectivement partagé par de nombreuses chairs plongées dans la même situation. Vient ensuite la mise en forme de ce donné ilétique par la morphée intentionnelle, qui l'unifie et qui la met en corrélation avec un objet, avec une personne ou avec une situation. L'intentionnalité de la colère se dirige alors moins vers un objet que contre cet objet. Cet objet qui va être posé, en même temps qu'il est posé dans un acte de négation, dans un acte de refus, ou sur le registre affectif, non pas sur un mode de l'appréciation, mais bien sur le mode de la dépréciation, qui lui confère un prédicat axiologique, le prédicat d'injustice. Mais le passage d'un sentiment comme état à un sentiment comme acte, et là je renvoie, du coup, j'étais pas là hier matin, mais je suppose qu'Alexis en a parlé abondamment,
Donc, il y a bien un passage d'un sentiment comme état à un sentiment comme acte, mais ça ne suffit pas encore à donner à une colère ou à cette colère un sens politique. Et c'est ce que montre précisément le fait que la chair qui éprouve cette hulet peut fort bien la retourner contre elle-même. Elle peut fort bien la diriger spontanément contre d'autres camarades, voire sur un bouc émissaire. C'est tout l'enjeu, justement, du combat douteux que livrent ici les personnages de Jim et de Mac, qui consiste précisément à orienter l'intentionnalité de la colère des travailleurs de telle sorte qu'elle vise le fondement de la domination qui pèse sur les chairs. Tâche malaisée s'il en est, car le capital n'est pas une simple chose qui pourrait être identifiée par l'activité synthétique de la conscience perceptive. Et ce n'est pas non plus une personne dont on pourrait comprendre les motivations par empathie. Le capital, on le sait, est un mode d'organisation sociale, et ce mode d'organisation sociale de la production, on ne peut en prendre conscience, on ne peut le voir et le comprendre que par abstraction. Mais est-il alors seulement possible de diriger cette colère contre une abstraction? Dès le début du roman, c'est un problème que rencontre Jim, qui distingue en effet deux types de colère, qui correspondent à deux types d'objets. Il en fait état à propos de sa première rencontre avec des militants communistes lors d'un séjour en prison. Je le cite. « Dans cette cellule, nous étions 6 hommes qui avaient été élevés dans les mêmes conditions. Eh bien, la colère des autres n'était pas pareille à la mienne. Ils ne détestaient pas le patron ou le boucher. Ils détestaient le système patronal et c'était une colère bien différente. D'un côté, donc, l'objet intentionnel est un individu concret, le patron ou le boucher. Individu concret sur lequel la colère est susceptible de se déverser pour le séquestrer, pour lui arracher sa chemise, lui envoyer des œufs, que sais-je encore. De l'autre, l'objet intentionnel est une catégorie générale, le système patronal, catégorie qui n'apparaît alors que dans un effort d'abstraction par rapport à ce premier type d'objet. Chacun de ces deux types d'objets prescrit alors un mode de constitution spécifique à l'intentionnalité de la colère. J'ai tenté de décrire rapidement la première de ces modalités avec ce vieil ouvrier avec lequel Jim discute. Je voudrais maintenant essayer de voir ce qu'il en est de la seconde, qui seule, a priori, confère à la colère son sens proprement politique. Dans ce cas, il ne s'agit plus en effet seulement de la constitution du concept de capital par l'intentionnalité théorique, sur le modèle de l'intention de signification et de son remplissement intuitif. Mais il s'agit bien d'une constitution affective et pratique, c'est-à-dire de la mise en forme de la hullette charnelle dans le sens de l'action. La corrélation intentionnelle doit alors articuler sur son versant objectif la donation d'une généralité abstraite, le système capitaliste, et sur son versant subjectif, qui le vise, un vécu d'ordre affectif et charnel, ici la colère. D'où la question de savoir comment un vécu affectif pourrait être donateur d'un objet abstrait. Quelles sont les modalités phénoménologiques de ce qu'il faudrait appeler, si vous voulez, une colère intellectuelle contre le capital? C'est ce dont, justement, le héros de Steinbeck donne une première indication. Il y avait autre chose, Mac. Ils ne connaissaient pas le désespoir. Ils se tenaient tranquilles. Ils acceptaient. Mais chacun d'entre eux, dans son esprit, était convaincu qu'un jour ou l'autre, il l'emporterait sur le système qu'il détestait. Une sorte de paix régnait sur ces hommes. Ce sont donc bien deux types d'ambiance affective, d'humeur, de Stimmung, je renvoie encore une fois à la conférence d'Alexis, deux types du coup de Stimmung ici qui se diffusent à partir de deux types d'actes de colère. D'une part, en se fixant sur un objet déterminé du champ sensible, l'une encore toujours le risque de s'enliser dans le désespoir, tout simplement parce qu'elle n'a pas d'autre horizon que la défaite. D'autre part, l'autre, en généralisant son objet, en l'élevant à l'abstraction, l'autre élargit son horizon à la dimension du monde social et de l'histoire dans son ensemble. Je cite encore, « Ne te perds pas dans les détails, pense au tableau tout entier », dit par exemple Jim, et il le répète de nombreuses reprises dans le roman. Ce qui lui permet de souligner par là que l'affect dirigé contre un objet particulier, tel patron, telle baisse de salaire, etc., cet affect reçoit son sens en réalité de son inscription dans un mouvement plus large, celui d'une lutte collective qui déborde le cadre d'une grève menée hic et nunc. La généralisation de l'objet implique en effet une modification fondamentale de son mode de données. Si colère il y a, l'objet qu'elle vise n'appartient plus en tant que tel au champ sensible déployé par la chair. C'est pourquoi il doit y avoir une mise à distance de l'objet par rapport à la chair du jeu. Et par suite, un détachement du jeu à l'égard de l'émotion immédiate, émotion à laquelle il ne participe plus de la même façon ou plus avec le même degré d'intensité. C'est précisément ce qui permet à la colère de prendre une tonalité apaisée. Et ce, d'autant plus qu'elle s'appuie sur l'inébranlable expérience classique, marxiste, de la foi révolutionnaire. Je me sentais seul, abandonné, je ne le suis plus. Si je disparais, cela n'a plus pour moi d'importance. La chose ira son chemin.
Je ne suis qu'une partie infime, elle ira toujours augmentant. Comment alors le jeu prend-il conscience dans sa chair de sa participation à ce mouvement général de l'histoire? Il faut pour ça commencer par réorienter l'intérêt affectif du particulier vers le général, de l'objet actuel vers l'horizon dans lequel cet objet s'inscrit et se donne. Il suppose un triple détachement à l'égard de soi, d'autrui et du monde ambiant. En premier lieu, la conscience de l'horizon général se réfléchit pour le jeu en une conscience d'être soi-même sans importance au regard des objets de la lutte. Ce que disent souvent les personnages, vous et moi, nous n'avons pas d'importance, nous ne comptons pas, etc. De même, la conscience tend à se détourner de la thématisation d'autrui. Je n'ai pas le temps de penser aux sentiments d'un seul homme, dit Max sèchement, j'ai trop à faire à m'occuper des foules. Ça implique cependant une mise en suspens même de la compassion, voire de la moralité. Et c'est ce qui apparaît lorsque Jim approuve son camarade qui vient de frapper de sang-froid un gosse qui était venu les espionner. Ce n'est pas un gosse, c'est un exemple, dit-il par exemple sans sourciller. Enfin, troisième aspect, il y a un déplacement de l'attention qui fait passer à l'arrière-plan l'objet actuel de la lutte elle-même au profit du plan global qui la dépasse et qui lui donne un sens. Que nous perdions cette bataille, ça n'a pas d'importance. Il faut voir les choses largement. Il ne faut pas penser uniquement à cette petite grève. Question de focale, donc, qui vise le plan d'ensemble. Et par là, du coup, il s'opère un renversement de la relation entre l'objet et l'horizon dans lequel cet objet s'inscrit. Si vous voulez, ce n'est pas tant un nouvel objet qui vient occuper le premier plan de la conscience, qu'un changement radical de perspective qui conduit à faire porter toute l'attention de la conscience sur l'horizon lui-même. Ce faisant, c'est toute la sphère du propre, alors, qui tend à se dissiper, puisqu'il y a cette mise à distance à la fois du jeu, d'autrui, de la morale, et même des objets directement accessibles à l'expérience. Donc, toute la sphère du propre qui tend à se dissiper progressivement, afin de laisser apparaître l'horizon politique, l'horizon du politique, et d'en faire le thème principal de l'activité de la conscience. Mais pour adopter cette perspective qu'on peut appeler synoptique, embrassant l'horizon, il faut cependant que le jeu parvienne à se décentrer radicalement, à se dégager du point de vue que lui impose le point zéro de sa chair. Et c'est bien ce que Steinbeck donne à voir de façon saisissante dans ce qui est peut-être le point culminant de son roman, lorsque Jim, qui est demeuré longtemps inactif, puisqu'il a été blessé à l'épaule, Jim se met soudain à donner des ordres et à diriger l'action collective en vue d'organiser efficacement la résistance. À ce moment, il y a une métamorphose qui semble s'opérer en lui. Jim demeura immobile. Son jeune visage était comme sculpté. Ses yeux ne bougeaient pas. Ses lèvres se relevaient un peu au coin en une espèce de sourire. Il y a ainsi une mise à l'arrêt du système kinesthésique, ce qui donne à son corps, à sa chair, la posture effrayante d'une statue, y compris à son visage dont, je cite, les yeux étaient aussi froids que les cailloux d'une rivière de montagne. Il s'agit bien donc ici d'une colère froide, qui contraste avec la chaleur bouillonnante de la colère sans horizon du travailleur désespéré. Cette colère se caractérise ici par son absence de sensation ilétique. C'est-à-dire, comme il le dit, comment va ton bras, lui demande-t-on, je ne le sens pas. Sa blessure elle-même, il ne la sent plus. C'est-à-dire donc cette absence de sensation ilétique, ce décentrement, cette posture de statue, cet arrêt du système kinesthésique, tout ça nous permet de parler ici d'une forme de dépropriation de la chair qui ne s'éprouve plus elle-même, en se désolidarisant de son propre point de vue local, dans le but de s'identifier au mouvement général de l'histoire. La conscience politique semble devenir, à ce point précis de son développement, une conscience désincarnée. Et pourtant, ce n'est pas non plus un simple corps, au sens de Körper, qui se substitue à la chair. À ce moment, Jim continue en effet de parler, et même de donner des ordres, de commander. Il ne tardera d'ailleurs pas à se découvrir peu après d'un soupçonné talent d'orateur. Si la chair se fige, elle n'en est donc pas moins éminemment active, car elle est animée en réalité non plus par un jeu, mais par d'innombrables jeux. C'est désormais la chair d'un nous intersubjectif qui agit à travers la chair. À plusieurs reprises au cours du roman, les différents personnages parlent en effet de la foule agrégée des travailleurs en colère comme d'un animal monstrueux, c'est-à-dire d'un nouvel organisme qui posséderait sa propre individualité, indépendamment des multiples individus qui la composent, et pour cela, donc, difficilement contrôlable. Je ne reviendrai pas ici sur la pertinence théorique ou pratique de ce modèle, qui correspond assez précisément à ce que Sartre critique dans la critique de la raison dialectique sous le titre d'hyperorganisme. Mais je voudrais voir comment est-ce qu'on peut décrire le mode d'apparaître
de cet animal monstrueux, à partir du moment où il est vécu par une conscience. Vous ressentez ça, Doc? Comme des foules qui pénètrent en vous, que vous absorbez? Le jeu ici de Jim, est comme dépossédé de sa chair, et qu'il est dépossédé d'autant plus à mesure qu'il se remplit de tous les autres jeux connus et inconnus, de leur souffrance et de leur colère. Loin de laisser un sentiment de vide, cette dépossession de la chair est quelque chose comme l'intuition politique du commun, telle que cette intuition est vécue au sein même de la conscience et de la subjectivité individuelle. C'est d'ailleurs ainsi que Jim décrit lui-même son vécu. C'est quelque chose qui se dégage du combat que nous livrons, dit Jim. On sent tout à coup le travail de force immense dont notre grève n'est qu'une faible manifestation. Et le sentiment, la compréhension de ces forces vous émeuve, vous bouleverse, vous pousse à l'action. Je crois que c'est ainsi que naît l'autorité. Le sentiment d'impuissance laisse bel et bien la place à une hullée d'un genre nouveau, au sentiment de force qui afflue et qui traverse la chair sans être localisée dans tel ou tel organe. Et pour cause, ces forces n'appartiennent pas à cette chair en tant que corps propre, mais bien plutôt en tant que corps commun. La compréhension de ces forces, comme dit Jim, ne signifie pas alors le retour réflexif du jeu sur son vécu charnel, mais bien plutôt la mise en forme de cette nouvelle hullée par l'appréhension intentionnelle de l'horizon du sens de la lutte, c'est-à-dire par la visée intentionnelle claire du but politique et des moyens nécessaires à son accomplissement. C'est bien pour ça que Jim, à ce moment-là, donne des ordres, dit ce qu'il faut faire. Mais en se portant à ce plus haut degré d'intuition du général, de la généralité et de l'horizon, la chair en vient cependant presque à perdre son individualité, comme on peut le voir dans cette expérience. Et c'est une désindividualisation qui se manifeste dans le fait que Jim, justement, l'instant d'après, s'évanouit. Sans doute peut-on dire que la chair ici ne peut pas être pleinement politique, se porter à ce degré de généralité sans s'abolir elle-même en tant que chair individuelle et subjective. Le je peux, qui émerge au cours de cette expérience, n'est donc pas quelque chose, n'est pas seulement, ni même d'abord, la faculté que posséderait une conscience individuelle de se mettre en mouvement, mais c'est bien plutôt le pouvoir d'un collectif, d'un nous, qui la transporte et dont elle se contente, pour sa part, à titre individuel, de diriger l'action par son activité intentionnelle. Il reste alors à se demander comment le jeu fera l'expérience de sa chair, non plus s'il dirige, mais s'il se plonge lui-même dans l'action. Et c'est ce qui m'amène à mon troisième récit, où je serai plus rapide. Ce troisième récit sera en quelque sorte le reflet symétrique du premier, de Robert Linhart, puisqu'il s'agit cette fois du témoignage d'un authentique écrivain prolétarien, Louis Houry, qui raconte dans les prologues son entrée dans la classe ouvrière et les étapes de la prise de conscience qui l'a conduit à prendre part à une grande grève, la grande grève des chantiers navals de Saint-Nazaire en 1955, un affrontement historique qui avait mis aux prises pendant plusieurs jours quelque chose comme 12 000 ouvriers et 4 000 forces de l'ordre. Et du coup, c'est ce témoignage que je vais ici reprendre dans les prologues. Parce que contrairement au cas Linhart, l'expérience subjective et charnelle qui va être décrite ici n'est pas du tout précédée par une visée théorique claire des mécanismes de la domination capitaliste, alors même qu'elle subit directement cette même domination. C'est une expérience qui se donne bien plutôt originellement dans une intuition confuse, embrouillée, désarticulée et surtout imprégnée d'idéologie. La première réaction d'Houry, lorsqu'il fait face au discours exalté d'un syndicaliste, mêle en effet quelque chose comme l'enthousiasme et la défiance. Parce que à ce moment, toute action revendicative, et a fortiori toute action violente, lui semble quelque chose comme une impossibilité pure. Et ce, non pas parce qu'il en serait physiquement incapable, son corps d'ouvrier étant habitué à dompter la matière à longueur de journée, lui donne même plutôt une certaine assurance, mais bien plutôt parce qu'il est dans la situation que décrit Husserl à la fin du paragraphe 60 des Idéons 2, je cite Husserl, « Je pourrais le faire », c'est la modification de neutralité du faire et la possibilité pratique qui en est tirée. Je ne pourrais cependant pas le faire. Il me manque la conscience originaire du pouvoir ou de la puissance pour une telle action. Cette action est en contradiction avec le type de ma personne, avec ma manière d'être motivé. Fin de citation. Autrement dit, le « je peux » reste une possibilité pratique vide, à laquelle fait défaut la motivation qui permettrait de la rendre intuitive. Husserl donne dans ce passage l'exemple du meurtre ou du vol. Et il en va en quelque sorte de même que toute mise en mouvement de la chair qui contredit les dispositions habituelles de la personne, c'est-à-dire le style de motivation par lequel elle se définit. En l'occurrence, la personnalité de Louis Houry s'est constituée dans la tradition chrétienne de l'amour du prochain, qui comprend comme amour de l'ordre,
ce qui implique une limitation fondamentale de son horizon pratique. Aussi, lorsqu'un de ses collègues lui raconte comment il s'est rebellé et battu avec des gendarmes pendant le week-end, le premier réflexe d'Oury est purement idéologique. Je cite, « La mécanique est bien remontée et je suis sur le point d'exprimer mon sentiment sous la forme d'une petite leçon de morale. Mais soudainement, il se produit en moi comme un déclic et je constate avec effroi que mon jugement n'a jamais été le mien, mais celui d'autres gens. » Enfin, c'est classiquement ici le premier moment de la prise de conscience a le sens négatif d'un déverrouillage idéologique, d'une perte de l'évidence naturelle qui embaume les certitudes morales. Ce n'est certes encore ni une compréhension théorique, ni un engagement pratique, mais c'est déjà une suspension de jugement. Par là, la cohérence du flux des apparitions du monde ambiant se fissure une première fois, laisse apparaître une brèche dans l'horizon pratique. Mais comme à ce moment-là, seule la couche supérieure de la vie intentionnelle, à savoir la sphère du jugement, se trouve déstabilisée, ça laisse encore intacte la couche inférieure du soubassement ilétique de la chair. Autrement dit, les idées changent, mais non le sentiment que la chair a de son pouvoir. Autrement dit encore, s'il n'est plus inconcevable d'agir, il manque toujours au jeu une motivation positive pour mettre son corps en mouvement. C'est pourquoi la multiplication des débrayages et des journées de grève surprise engendre, dans un premier temps chez lui, je cite, qu'il y a un sentiment confus, mélange d'exaltation et de réprobation. Il reste passif, complètement amorphe, je cite, incapable de franchir le pas, lorsque ses collègues restent la nuit pour occuper le bâtiment de la direction. Et ça m'amène au passage important qui a lieu le lendemain. Lorsque des affrontements s'engagent avec les forces de l'ordre, Louis Horry est alors, sans le vouloir, emporté par la foule au contact des CRS. Je le cite. Nos rangs s'éclaircissent, les plus prudents se font la paix. Une joie intense m'envahit. Libre de mes mouvements, je me révèle soudain à moi-même. Les siècles de servitude de mes ancêtres remontent du tréfonds de mon âme pour me pousser au défoulement libérateur. Alors furieusement, j'ai foncé dans la mêlée. Dans un état second, je me suis libéré. Je ne garde qu'un souvenir confus des minutes qui suivirent. Je me souviens d'avoir évité quelques crosses voltigeantes, piétiner des hommes en uniforme, d'autres en bleu de travail, mais surtout, je me rappelle que j'avançais toujours, que nous avancions, que les CRS reculaient, lorsque soudain, une marée d'uniformes est arrivée vers les secousses. Fin de citation. Que se passe-t-il donc à cet instant? Comment s'opère la mise en mouvement du corps et comment est-elle vécue? Pour en rendre compte phénoménologiquement, je proposerai ici d'emprunter à Jean-Louis Chrétien le concept de dilatation. Il désigne ce mouvement affectif par lequel la joie ouvre ou réouvre l'espace, d'une manière générale, l'espace des possibles. Tel que l'a décrit Oury, ici, cette dilatation a bien le sens d'une modification de la constitution kinesthésique de l'espace. Il y a tout d'abord une éclaircie au milieu de la foule, qui était d'abord compacte, c'est-à-dire une première ouverture de l'espace charnel qui apparaît comme une sollicitation passive du jeu, une invitation à l'action. Répondant d'elle-même à cette excitation, s'engouffrant dans cette ouverture, la chair se met cependant en mouvement, ici, sans l'intervention du jeu. Il s'agit de quelque chose comme d'un fait, tat en allemand, au sens du résultat d'un faire, tun, d'un jeu fait, qui ne serait précédé d'aucun je veux, d'aucune délibération rationnelle, ni d'aucune motivation passionnelle par la peur ou la colère. Nulle prétention n'a préparé la venue de cet événement décisif pour la vie du sujet, qu'est la découverte du « je peux », qui se manifeste ici à travers le « je fais » de la chair. C'est la mise en action de la chair elle-même qui révèle a posteriori le jeu à lui-même, en lui faisant prendre conscience de ce qu'il peut. Ce faisant, c'est toute une réouverture de l'horizon pratique de la chair, que la chair déploie par son action. Le « je ne peux pas » de toute la servitude héritée dont parle Oury, ce « je ne peux pas » se renverse alors précisément en un « je peux » qui délimite de nouveaux horizons, qui les réouvre, qui les élargit et qui apparaît par là même comme l'évidence d'une libération. L'émotion joyeuse qui s'empare de la conscience n'est alors rien d'autre que le sentiment de cet élargissement de l'espace, de cette ouverture des possibles. Que signifierait en effet cette joie, sinon la réappropriation de la chair en tant qu'organe originaire du je peux. S'il y a donc, comme dit Spinoza, une joie d'agir, cette joie s'enracine ici plus profondément dans la reprise en main par la liberté, de la liberté par elle-même, et ce, dès son niveau le plus bas, dans la constitution charnelle de l'horizon pratique, par le sentiment que la chair a de son je peux, de son pouvoir. Alors pourquoi n'agit-on pas, alors même que l'on le sait? Je demandais-je au début. Question que se posent bien des militants, notamment écologistes. C'est une question que se pose par exemple Andreas Mann dans son dernier ouvrage, La chauve-souris et le capital, se demandant pourquoi l'urgence climatique ne sollicite pas d'action comparable à celle qu'on avait pu voir au printemps 2020.
À cette question, peut-être que l'analyse phénoménologique peut fournir une piste de réponse. En vous montrant ici, comme j'ai tenté de le faire, que la domination, la politique n'a de sens que comme conscience de la domination et que cette domination est vécue dans le sentiment éthique charnel d'un « je ne peux pas », auquel l'intentionnalité donne un sens. Ce sens, il est donné par l'intentionnalité lorsqu'elle se dirige soit vers un objet particulier, et comme on l'a vu à l'encours, alors le risque de demeurer une colère passive, soit en visant un objet général, en se faisant colère active, mais froide et désincarnée, soit enfin, comme on vient de le voir, en se plongeant dans l'action et en articulant sa colère à une joie de se réapproprier les possibilités dont elle a été dépossédée. Dans tous les cas, il semble clair que c'est la situation de dominer qui facilite l'émergence d'une conscience politique. À cet égard, il n'aura échappé à personne que les 3 exemples que j'ai pris sont délibérément d'obédience marxiste. On retrouverait, à mon sens, des structures analogues dans d'autres perspectives. Par exemple, dans Les damnés de la Terre de Frantz Fanon, dans une perspective de critique du colonialisme. Mais pour terminer, je citerai encore une ouvrière, singulière s'il en est, Simone Veil, qui exprime peut-être le mieux l'émotion qui s'empare du sujet collectif lorsqu'il décide de se mettre en mouvement. Je la cite. « Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours. Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange. » Merci. Merci infiniment, Gabriel, pour cet exposé. Je trouvais vraiment riche, passionnant, cette application de la conceptualité husserlienne à des problématiques qui n'apparaissent pas, sinon on peut dire, dans l'œuvre de Husserl. C'était vraiment une tentative parfaitement réussie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, allez-y. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux tourner la caméra, peut-être. Est-ce que les gens ils entendent qu'il y a des questions du public Je vais faire comme ça. Ah non, elle ne peut pas tourner en entier. On va demander dans le public. Sinon, je peux répéter les questions. Je vais essayer de tourner comme ça. On peut tous applaudir que ce récit passionnant, que ces récits passionnants. Alors, je me permettre quand même une amicale critique. Si vous me permettez, je pense que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre logique. Vous n'avez pas osé, vous n'avez pas voulu aller jusqu'au bout de votre logique. Et je vais essayer de m'aider avec 2 phénoménologues de la politique, des hommes maudits qui s'appellent, alors il y en a un qui est connu par notre ami Machiavel, évidemment, et Carl Schmitt. Machiavel et Carl Schmitt qui nous expliquent l'un à l'autre que la spécificité du politique, c'est qu'à un moment ou l'autre, par le conflit, on rencontre la mort. Vous n'avez pas osé aller jusqu'au bout de cette logique qu'à partir du moment où j'ai un corps qui se met en mouvement, j'ai aussi d'autres corps qui se mettent en mouvement, qui sont contre moi. Vous avez pris tous ces récits. Il y a eu des récits très intéressants, c'est les 150 ans de la Commune. Mais il y a une mort à la Commune. Parce que justement, ces corps se sont mis en mouvement pour essayer de retrouver cette dignité dont vous parlez. Le problème, c'est qu'il y a eu les communards, et puis les communards, ils avaient des fusils, ils avaient des temps, ils ont envoyé des bombes, etc. C'était un conflit. Est-ce que je suis prêt à aller jusqu'à la mort? C'est la spécificité du politique. Est-ce que toutes ces personnes, dans ces 3 exemples, est-ce qu'à un moment, d'ailleurs je vais vous poser cette question, est-ce qu'à un moment ces personnes sont soumises, est-ce que je suis prêt d'aller jusqu'au sacrifice de la mort à partir du moment où l'afro-capitaliste, oui, mais il a avec lui les forces de l'ordre, il a avec lui des milices privées, il a avec lui un certain nombre de gens, est-ce que moi je suis prêt moi et les gens qui sont avec moi, à aller jusque-là, lors de conflits armés? D'ailleurs pour ça qu'il a manqué aussi quelque chose, là, la réflexion sur la guerre. La réflexion sur la guerre. Tous les grands penseurs politiques ont pensé la guerre. Lénine, le premier, Lénine. Donc, moi, je pense que vous avez vu, je pense que justement, votre exposé est passionnant parce que vous parlez d'un côté, mais quid de l'autre côté? Quid du capitalisme? Quid de l'analyse de l'autre? Parce que, et là, tous les sportifs savent très bien qu'on peut mener des combats, mais on peut être vaincu et on peut mourir.
J'ai repéré trois questions là-dedans. Dans votre, la première porte sur du coup, la question du conflit. Alors, je vais peut-être laisser de côté Machiavel et Schmitt parce que je ne vais pas, ce sera faire rentrer dans une exégèse. Bon, la question en gros, c'est la question du sacrifice en fait. Voilà. En fait, donc, voilà, mon objet, c'était vraiment la question de la chair en fait. Donc, je sais pas. Après, on a une piste de réponse, par exemple, dans l'exemple de Steinbeck que j'ai donné, qui dit à plusieurs reprises, je n'ai pas d'importance, peu importe qui reste. C'est bien quelque chose qui se retrouve d'ailleurs. Alors bon, si on doit faire une petite phénoménologie du militantisme, en fait, il y a en tout cas dans le militantisme parfois une dimension sacrificielle qui prend différentes formes, qui prend la dimension de moi j'ai fait grève souvent, donc j'ai beaucoup perdu, qui prend moi je prends des risques, par exemple chez des militants d'Extinction Rébellion, par exemple, il y a quand même l'idée on ira jusqu'au bout, quitte à aller en prison, etc., s'il faut, et désobéir, etc. Donc ça ne va pas jusqu'à la mort, effectivement, mais il y a bien quand même cette dimension qui existe dans le politique, en fait, quoi, qui sera lié, alors pour le coup, si on parle de sacrifice, le sacrifice, c'est lié au sacré. C'est nécessairement lié au sacré, à l'idée qu'il y a une valeur absolue, qu'il y a une valeur sacrée, qui se définit précisément par le fait que je peux me sacrifier pour elle. Donc là ça poserait plus spécifiquement la question axiologique du rapport entre une conscience politique et une conscience axiologique. Comment se constituent les valeurs et quelles valeurs sont posées, etc. Parce que voilà, pour se sacrifier, il faut, en tout cas là-dessus, je m'appuierai plutôt sur Machiavel, une valeur absolue. Alors, qu'est-ce qui a une valeur absolue et à quoi peut-on conférer une valeur absolue? Est-ce qu'une cause politique peut avoir une valeur absolue à laquelle je me sacrifierais, etc. Donc, ce serait ce problème-là. Effectivement, je ne l'ai pas traité, mais en tout cas, ce serait cet angle-là que je le prendrais. Deuxième remarque, la question de la guerre. Alors, effectivement, je n'en ai pas parlé, parce que là, je ne peux pas parler. Il y a beaucoup d'autres choses encore dont je n'ai pas parlé, quoi. Donc, je préférerais penser plus schématiquement la question du conflit ou de la lutte pour avoir un modèle moins schmittien, en fait, pour le coup. Et donc, du coup, effectivement, ça, on pourrait développer une question là-dessus, mais ce serait plus une analyse proprement politique que phénoménologique, je pense. Et le point de vue de l'autre, alors bon, oui, effectivement, là, je l'ai dit d'ailleurs à la fin, effectivement, il y a un prisme, hein, clairement, dans ce que je dis, il y a une situation qui est parfaitement assumée, je n'ai pas fait une phénoménologie du capitaliste. On pourrait faire aussi, hein, mais l'avantage des perspectives marxistes, c'est qu'on intègre très bien, avec la critique de l'idéologie, la phénoménologie du dominant, en fait. Mais là, pour le coup, ça faudra reprendre des schémas idéologiques. Donc là, ce serait plus une perspective d'analyse. Et pour voilà, les hommes de la commune, etc., j'ai pensé à d'autres trucs, et je pensais aussi à Vallès, en fait, en termes d'exemple, en fait, il y en aura plein d'autres. Donc, je vais pas prendre ça. Voilà, merci beaucoup. Oui, Grégory. C'est vraiment fantastique comme exposé et j'aurais envie qu'on discute à chaque fois ce que tu fais lancer, donc évidemment, ça va la C'est ça, compliqué. Deux questions, mais qui sont très générales. Bon, pour essayer de penser ce que tu vas penser, tu mobilises une conceptualité relativement classique, c'est de forcer un peu les concepts historiens, intentionnalité, objet, horizon, etc. Donc la première question, elle est massive, c'est est-ce que tu penses que cette conceptualité est adéquate en fait, à ce que tu veux penser. Bon, par exemple, je ne sais pas, moi, à une certaine époque, je m'étais pas mal intéressé au concept de situation, parce que le concept de situation me paraissait justement une sorte à mi-chemin au fond entre l'objet et l'horizon, et que ça me paraissait un meilleur format pour saisir ce type de problématique que le couple objet-horizon. Je le dis comme ça. Enfin. La première question, c'est est-ce que ça colle. Deuxième question, alors c'est lié au thème de la journée, évidemment, hein, puisque tu t'es un journée sur le corps, puis tu t'es intéressé à la chair. Mais quand même, en t'écoutant, je me disais, est-ce qu'on peut réduire disons, le problème politique ou la prise de conscience du politique à la prise de conscience d'une impuissance de la chair. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas tout autant aussi une incapacité de l'esprit, par exemple, une incapacité de l'affectivité? Est-ce que la domination, ce n'est pas tout autant ce qui nous empêche de penser et de sentir que ce qui nous empêche d'agir? Et en ce sens-là, est-ce que, mais pourquoi pas, c'est peut-être lié au thème de la journée, hein, mais est-ce que même la chair est un bon point d'entrée dans la question que tu veux poser? Je vais te répondre déjà à commencer par la deuxième.
tout à fait d'accord. En fait, Rachel, c'est vraiment lié à la journée. Et donc là, pour le coup, il y a aucune unité. Il y a des tonnes d'autres perspectives que j'ai bien l'intention d'explorer aussi sur la question affective, de la compassion, sur la question de l'imaginaire, la question de la signification, etc. etc. Donc, et pour te répondre, la citation même de Linhart que j'ai donnée, à savoir je n'étais plus capable de penser grand-chose, ça va exactement dans le sens de ce que tu dis. Enfin, d'une certaine manière, en fait, c'est la chair et à bout, mais en même temps, c'est la capacité de penser. Le je peux chez Husserl, il est aussi mental. Je peux me souvenir, je peux conceptualiser, je peux me représenter, etc. etc. Donc clairement, il n'y a pas de volonté de réduction de ma part. Je voulais insister là-dessus en posant plus spécifiquement la question de la mise en mouvement, de la mise en action, mais il n'y a absolument pas une réduction. Je pense que tous les phénomènes sont corrélés. Là, j'ai voulu proposer une analyse locale, quoi. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas de souci. Alors, pour la deuxième question, là, c'est plus dur de 50. Parce que, oui, j'ai souvenir ton livre de quotidien en situation, si je ne dis pas de bêtises, ou notamment. Non, non, je sais, ouais, c'est plus une analyse qui reprend notamment Goffman, etc. En fait, alors, bon, c'est trop tôt pour moi pour te répondre de façon un peu formelle. Je tente, pour le moment, de voir. Je me suis posé la question de quel cadre conceptuel on peut partir. Est-ce qu'il faut partir d'un cadre conceptuel? Je pense que moi, j'en ai encore besoin, en tout cas, pour aborder les phénomènes. J'ai hésité, concrètement, Husserl, Heidegger, Sartre également. Je pense qu'il faudrait essayer de les croiser. J'ai voulu tenter ici, sur la question de la chair, c'est pas définitif, disons. C'est pas définitif. L'avantage, à mon avis, de la conceptualité husserlienne, et notamment du coup, pour l'articuler à d'autres dimensions de l'idée de conscience politique, c'est que c'est descriptivement très riche et très varié, et que ça forme une cohérence. Plus que dans d'autres, chez Heidegger, par exemple, on serait dans une perspective qui, à mon avis, peut-être trop générale pour penser le vécu à ce niveau-là, par certains aspects. Parce que chez Husserl, on pourra aussi articuler ça à des descriptions d'imagination, de la signification, de l'affectivité, etc. Donc c'est plutôt pour ça que j'ai pris Husserl, c'est pour la richesse descriptive générale, pas pour celle spécifiquement de la chair, parce que sur cette question-là, j'aurais pu aussi aller chercher Michel Henry, par exemple, ou d'autres auteurs. Enfin, voilà, la question de la chair en phénoménologie, on en a plein, mais voilà. Si j'ai pris Husserl, c'est notamment pour ça, pour essayer d'une part, et deuxièmement en anticipant le fait que j'ai d'autres descriptions à essayer de faire et que peut-être du coup ça pourrait s'articuler plus facilement. Mais encore une fois, c'est pas définitif. Il y a d'autres. La question le concept de situation, par exemple, c'est tout à fait opérant aussi. Pour rebondir, parce que tu vois, au début, tu poses la question, tu dis, au fond, quelle intuition nous donne un remplissement du concept de plus-value? C'est une question qui est tellement abyssale et dont on pressent que aucune des dimensions de l'intuition envisagées par Husserl et pas même leur croisement ou leur mélange ne peuvent vraiment apporter de réponse. D'où la description qu'on peut se trouver ailleurs, parce que chez Husserl, dans les exemples qu'il donne, c'est pas quand même clairement c'est une pauvreté affligeante. Non, mais du coup, le fait qu'il faut obligé de passer par des récits, c'est très intéressant. Parce que est-ce qu'au bout du compte, c'est pas dans la narration, dans le mode spécifique d'intuition que donne le récit, qu'on peut récupérer l'ensemble de ces dimensions, leur trouver une synthèse, etc. Mais c'est évidemment beaucoup moins intuitif au sens philosophique du terme que le fait de perception. En fait, il y a une sorte d'impossibilité en fait, de toucher à un remplissement qui ne soit pas narratif. Oui, mais là, pour le coup, ça se posera des questions d'imaginaire de façon plus frontale, mais que je n'ai pas à traiter encore. Mais bon, pour le coup, oui, je serais assez d'accord. En tout cas, moi, c'est comme ça que intuitivement, pour le coup, je lance un procédé. Même si on pourrait passer aussi par d'autres formes de récits qui seraient tirées des sciences sociales ou de la sociologie, etc. Enfin, ça dépend de la sociologie. Tu as l'observation participante aussi qui permet de. Je pense par exemple au bouquin d'Arlène Banquet sur la grande distribution ou les épicières, ou des choses comme ça. On peut trouver aussi des éléments phénoménologiques. D'ailleurs, tu prenais toi-même, quand on parlait pas mal, tu faisais pas mal de références à Goffman, qui pour le coup croise vraiment pleinement la description phénoménologique et l'analyse sociologique, je pense. N'hésitez pas si dans l'audience virtuelle, certains ou certaines veulent poser des questions, n'hésitez pas à vous manifester soit en prenant la parole dans le chat ou en levant la main via Zoom directement. Si on a d'autres questions dans l'assistance, moi, du coup, je me permets. Bon, on ne me voit pas, mais ce n'est pas grave, on m'entend. Je ne sais même pas si c'est vraiment des questions.
La première idée, c'est effectivement, moi, justement, pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Grégory, j'aime beaucoup la perspective de la chaire sur le problème politique, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est au moment, alors soit dans le travail, soit dans les manifestations, c'est au moment où la chair elle-même en vient à être affectée qu'on peut vraiment dire enfin, qu'on sent vraiment la présence de la politique, quoi. Et que la politique cesse d'être ces jeux politiciens, ces abstractions, même, bon, on a un juriste, mais même la loi reste à un niveau abstrait tant que précisément on ne voit pas l'effet que ça a sur notre chair, mais vraiment concrètement, quoi. C'est-à-dire avec des coups, avec de la fatigue, avec des yeux en moins éventuellement. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a finalement une entrée dans la politique, où la politique change complètement de sens et où l'idée même d'être apolitique devient impossible. Et c'est vraiment un événement au sens où, précisément, à partir de là, eh ben, tout change de sens, au sens où même les guéguerres politiciennes qui nous apparaissaient comme sans fondement, etc., bah, prennent un sens vraiment concret parce qu'on finalement, on les rattache à notre chair. Alors peut-être qu'on peut faire une idée husserlienne ici, c'est-à-dire que notamment dans Choses et Espace, aussi dans l'idée 2, il y a cette idée que précisément la chose, ça va être ce système de si alors, c'est-à-dire que si il y a telle circonstance kinesthésique, eh bien j'ai telle impression électrique. Là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que cette loi qui était une chose abstraite, et bien maintenant je sais que si elle passe, eh bien j'aurai cette impression corporelle et donc ça me parle. Enfin, c'est un peu ça que c'est vraiment une question, mais j'aime vraiment cette idée. Je te remercie. Je ne pensais pas effectivement cette anecdote de choses d'espace, aussi alors de la princesse ici. C'est ça. Je ne pensais pas, mais effectivement, c'est une bonne idée. Merci. Bah, merci à toi surtout. Et alors peut-être le deuxième, c'est effectivement sur la question de la désindividualisation dans l'action, disons, par exemple dans le troisième récit que tu prends, et cette idée qu'on arriverait à un organisme, un corps commun ou un live commun. Moi, j'aurais plutôt tendance effectivement à voir la chose dans l'autre sens. D'ailleurs, on parlait justement du capitalisme, mais on peut aussi imaginer une phénoménologie du CRS. Et c'est vrai que pour moi, la désindividualisation, elle est plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire que le CRS, il a justement cet accoutrement standardisé où il perd presque son humanité, ils sont tous identiques, derrière son casque, derrière son masque. Et au contraire, je trouve que du côté du dominé, c'est dans la rencontre avec les autres dominés, il y a une repersonnalisation. Moi, j'ai vécu ça un peu avec les Gilets jaunes, où les gens avaient vraiment l'impression justement de sortir d'une forme d'anonymat où chacun est cloîtré chez soi dans sa honte, notamment, et n'est qu'un pauvre, en quelque sorte. Et puis, en discutant, et aussi dans les manifestations, en sentant ensemble qu'on est dominé, je ne dirais pas qu'il y a une dépersonnalisation, mais au contraire, une repersonnalisation, une réindividualisation. Enfin, je pense que les deux perspectives sont complètement... Ouais, je pense qu'il y a les deux. Ouais. Je pense que ce que je voulais montrer avec le ouvrir à la fin, c'est justement aussi que c'est bien cette réappropriation. Que les deux sont possibles, mais justement parce qu'on insiste souvent là-dessus, sur les dimensions du collectif, sens, etc., etc. Et certainement, bien sûr, c'est fondamental. Mais qu'il peut y avoir aussi une autre perspective, en fait, qui est parfois peut-être moins évidente, et qui va peut-être plus davantage dans la dimension dont vous parliez, le caractère sacrificiel aussi, quoi. Alors, la phénoménologie du CRS, je ne sais pas, peut-être. Je ne suis pas prêt. Mais par contre, oui, il y a effectivement, en tout cas, une phénoménologie de l'extérieur, oui, c'est ça. de preuve d'empathie qu'on peut avoir face à des choses. Après, voilà, j'ai parlé, c'est vrai que ça va très loin, parler des individualisations, mais en tout cas, je pense qu'il y a tendanciellement, il y a de ça dans certaines types d'actions. Merci pour la remarque. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Éventuellement, questions en ligne? Non, mais juste à l'heure. Moi, je crois qu'on est à l'heure, effectivement, 8h45. Alors, je crois qu'on peut encore t'applaudir parce que c'est vraiment...